Bonjour Sora, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui chez Luc. Je vais te demander déjà si tu peux te présenter. Ouais, bien sûr. Alors moi du coup c'est Maxime, mon pseudo c'est Sora. Je fais des vidéos depuis maintenant juste temps. Ça commence à faire un moment. Dans le divertissement, l'humour. Je partage ce qui me passionne, ce qui me fait kiffer et j'essaie de faire sourire les gens et leur donner un petit peu d'autre positif. T'as quel âge? Pourquoi tu poses des questions comme ça qui fâchent? Ça fait 4 ans que j'ai 25 ans. Ah, ben voilà. Putain, c'est terrible, c'est terrible. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton contenu sur les réseaux, ton audience, le type de contenu que tu crées, pourquoi tu crées ces contenus et les messages que tu essayes de faire passer? Alors du coup, comme j'ai dit, ça fait 8 ans du coup que je fais des vidéos. Au début, je faisais du jeu vidéo. Et après, je suis allé petit à petit vers le divertissement et vers l'humour. Parce que vraiment, il y a pareil de tout et n'importe quoi. En fait, dès qu'il y a un sujet, ou dès qu'il y a un concept un petit peu drôle que j'ai envie de partager, je le partage. Et le principe vraiment même de la chaîne, c'est ce côté de donner du sourire aux gens, donner de la positivité, leur faire oublier un petit peu leurs soucis, que juste pendant 15-20 minutes, juste ils déconnectent de tout. Et juste ils rigolent avec moi, on rigole ensemble et on partage quelque chose et ça fait du bien. Pendant très longtemps, je terminais mes vidéos par une citation de Charlie Chaplin. C'était une journée sans rire, une journée perdue. Et c'est plus qu'une citation, c'est devenu une philosophie. Tu enlèves le côté anxiogène. Ouais, des écrans. j'essaye. Voilà, tu essayes de donner vraiment... Je fais du mieux que je peux. J'essaye. Super. Ton audience alors En vrai, il y a tout. Que je peux voir vraiment des petits de 10 ans. Que je peux voir des gens de 35-40 ans. Mais on va dire que la majeure partie de mon audience, ça va être 15-25 ans. Et tu arrives à faire rire toutes ces générations? J'essaye. Des fois ça marche moins, mais j'essaye. Alors justement, en parlant des réseaux sociaux, tu sais, on entend beaucoup parler aujourd'hui de restrictions. Aujourd'hui, les réseaux sont interdits aux moins de 13 ans. On parle de les interdire aux moins de 15 ans, voire même aux moins de 18 ans. Est-ce que tu as un avis là-dessus? En fait, j'estime que je suis personne pour dire ce qu'il faut interdire ou ce qu'il faut pas interdire. Mais je pense qu'il faut plus d'encadrement. Et je pense que plus tu vieillis et plus tu te rends compte justement du danger des réseaux sociaux. C'est une jungle et soit tu tombes sur les bonnes personnes, soit tu tombes sur les mauvaises. Et en fait, chaque réseau a ses problématiques. Et je pense que vraiment, ça manque d'encadrement, de personnes qui sont là pour faire attention à que justement les jeunes ne tombent pas sur les pièges auxquels ils sont confrontés. L'enquête d'e-enfance qui est sortie récemment, qui a indiqué que 67% des 8-10 ans sont actifs sur les réseaux sociaux. Il faut peut-être aussi envisager de se préparer, de former, de sensibiliser à l'usage des réseaux. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les jeunes d'aujourd'hui sont assez informés sur les risques et informés en fait surtout par les bonnes personnes? Je pense que pas assez. Et moi le premier, mes vidéos sur YouTube, j'ai commencé avec une première chaîne YouTube, j'avais 12 ans. C'est jeune, hein. Et en fait, tu te rends pas compte parce que y a l'anonymat. Donc tu tombes sur des gens qui vont te critiquer, potentiellement méchants avec toi, et toi t'as 12 ans, et t'as un recul. Et moi je me suis heurté à des gens comme ça qui à 12-13 ans m'envoyaient des commentaires, j'étais mais pourquoi est-ce qu'on me dit ça alors que je fais rien, je joue aux jeux vidéo, je joue au Zelda, et toi tu viens et tu me dis que je suis une merde, pourquoi tu vois? Et c'est dur à encaisser quand t'as 12 ans, t'es en pleine formation, t'es en train de créer ton identité, de créer ce que tu es, et alors 8-10 ans j'imagine même pas, c'est encore pire, et maintenant en fait dans une génération où tu nais avec tout ça en fait, tu baignes dedans, t'arrives, t'es déjà avec les réseaux sociaux. C'est ça. Donc c'est carrément nécessaire d'avoir des gens, et je pense des gens qui comprennent, parce que c'est toujours un peu délicat d'avoir des professeurs qui sont un petit peu peut-être détachés de la réalité des réseaux sociaux. Et les parents même qui sont quand même, ils ne savent pas pourquoi on utilise Snap pour certaines choses, Insta pour d'autres choses. Exactement. Je me suis déjà posé des questions, et j'ai voulu demander à telle ou telle personne, et je me disais mais non, c'est vrai que je demande, il va pas pouvoir me répondre quoi. Et tu sens que tu as une responsabilité en tant que créateur de contenu, justement pour leur expliquer, pour qu'ils comprennent justement comment ça fonctionne, avec quels peuvent être les dangers. Donc j'ai pas forcément ce côté formation, c'est délicat, mais en effet, j'essaie quand je peux et quand je vois l'opportunité, parce que je veux pas non plus avoir ce côté moralisateur. Et moi j'aime pas qu'on me fasse la morale, et j'ai pas envie de faire la morale à des gens. Mais j'ai envie de partager quand même des informations et des expériences que j'ai pu vivre et peut-être potentiellement à éviter à d'autres personnes de ce que aujourd'hui. C'est ce que vous faites et c'est génial. BTS, c'est une BTS conseiller en économie sociale familiale. C'est un peu l'équivalent de l'éducateur spécialisé. Et j'ai toujours voulu être travailleur social parce que toute ma vie, j'ai aimé aider les gens. Tu sais, j'étais vraiment ce gars au collège ou au lycée. Tu sais, tu vas le voir, il est pas en couple. Mais tu vas le voir pour qu'il t'aide à résoudre tes problèmes de couple. J'étais l'assistant social de tout le monde, tu vois. Et du coup, j'ai toujours aimé parler, aider les gens. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire mon métier. Après, ça s'est pas fait parce que la réalité du milieu n'était pas celui que j'imaginais. Et donc, du coup, YouTube est tombé à ce moment-là. Et j'ai essayé d'allier un petit peu de social à l'intérieur. Par exemple, les animaux de compagnie. C'est un sujet qui me touche beaucoup aussi. Et j'ai beaucoup de gens qui m'envoient des messages en mode tiens, j'aimerais bien avoir un chat, j'aimerais bien avoir un chat. Ouais, mais c'est pas
une peluche. Et du coup, j'essaye à ce moment-là d'expliquer, de dire voilà, si vous voulez un chien de cette traînerie, mais faites gaffe, on est un des pays avec le plus de taux d'abandon au monde. Et tu vois, j'essaye d'aller dans des sujets comme ça en étant pas ce côté moralisateur. Je te comprends, on m'a fait prendre de lapin il y a un mois et demi. C'est vrai. Et il mange des plaintes. Ah bah oui, mais ils sont en liberté, ils sont en liberté, c'est génial. Et tu vois, il y a ce côté où pareil, la santé mentale, du coup j'essaie d'en parler, j'en parle beaucoup sur Twitch, parce que du coup j'ai des gens en direct qui me posent des questions, et j'essaie du coup d'en parler et d'évoquer le sujet. Et puis on fait passer des messages avec humour. Ouais, bien sûr. Et justement, c'est ça qui est intéressant, donc sans être moralisateur, mais en tout cas d'arriver à diffuser de nombreux contenus, des petits clins d'œil, des petits messages qui peuvent sensibiliser. Et justement, toujours sur les réseaux sociaux, que penses-tu toi du rapport des jeunes avec les réseaux sociaux? Chaque réseau a ses dérives. Chaque sujet de société a ses dérives, tu vois. T'as des côtés très positifs et t'as forcément un côté négatif. Je suis hyper attaché aux réseaux sociaux parce que ça m'a permis énormément de choses. Ça m'a permis de découvrir, pas forcément mon travail, mais de découvrir surtout des amis qui sont super loin. Un de mes meilleurs amis est en Belgique. Tu vois, je le vois une fois, 2 fois par an. Et en fait, j'ai découvert une des meilleures personnes que j'ai pu découvrir dans ma vie. Pareil, j'ai pu rencontrer une copine qui est ma fiancée. Moi, j'ai rencontré ma femme sur Internet il y a 22 ans. Quand je vois des posts, les réseaux sociaux, ça détruit, ça me confine, ça détruit les relations sociales. Je suis pas d'accord. C'est rien d'autre. C'est peut-être une manière simple de trouver un coupable, un responsable des difficultés que tu as aujourd'hui. Hein. Souvent, les parents, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent arrête, c'est parce que t'es trop sur ton téléphone. Ah, mais non, c'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Moi, mon petit frère, il a du mal à sociabiliser, par exemple, potentiellement avec des gens. En réel, il est content d'être sur un Discord et de pouvoir se faire des potes dans le virtuel comme moi, même en ayant beaucoup d'amis. J'avais pas forcément des amis qui partageaient les mêmes centres d'intérêt. Et les centres d'intérêt que je voulais partager, je les ai créés avec des amis que j'ai rencontrés sur les réseaux. À aucun moment je me suis dit ça m'isole, au contraire. Alors oui, mes parents je comprenais pas. Mais après évidemment on peut pas éviter les aspects très négatifs. Évidemment qu'il y a des gens qui vont exploiter les failles. À chaque fois qu'il y a quelque chose de positif dans le monde, il y a forcément quelque chose de négatif. Je sais de le savoir c'est de savoir, d'être suffisamment éduqué sur le sujet, d'avoir les infos et juste de pouvoir faire attention. Sora, si tu avais des super pouvoirs, tu pouvais changer quelque chose. En plus t'aimes bien les mangas et tout. C'est quoi ton manga préféré? C'est Naruto. Sora, on te donne ces super pouvoirs de Naruto et tu peux changer des choses en fait sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aurais tendance à parler de super modération. Quelque chose qui pourrait détecter directement le potentiel négatif des contenus et le potentiel négatif, surtout des commentaires qui s'enchaînent. Mais en fait, le problème, tu sais, c'est qu'il part du principe que étant une personne publique, c'est normal. J'avais reçu un contrat en mode on ne peut me pisser dessus parce que je suis une personne publique. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est vrai ce que tu dis parce que j'ai beaucoup vu le ouais mais t'es créateur de contenu, t'es une personne publique, on a le droit de dire ce qu'on pense. Frère, mais si tu me croises dans la rue, tu vas me dire ce que tu me dis. Tu vas pas aller avoir ton boulanger parce que le pain est trop cuit et te dire monsieur mais c'est une merde, le pain il est trop cuit. Tu dis pas ça. Non, moi quand j'ai un contenu que j'aime pas, je sais pas ma meuf à côté, j'aime pas le pain, c'est pas ouf. Mais à aucun moment j'irai me dire je vais dire t'es moche. Derrière chaque créateur de contenu, on est mis à il est sensible et surtout quand on attaque sur des choses aussi plus ridicules que la couleur, le physique, ça peut faire très mal. Il faut pas faire sur les réseaux ce qu'on ferait pas dans la vraie. Faut voir. Si seulement. Tu sais que beaucoup de jeunes rêvent de devenir youtubeurs. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Et moi, j'aurais envie de leur dire que si c'est leur rêve, foncez. Je pars du principe que si t'as un rêve, si ce projet te tient à cœur, s'il te rend heureux, mais fonce, et peu importe, youtubeur, t'as envie de devenir électricien, et que c'est ta passion, et que c'est ton rêve absolu, go en fait, let's go, mais ne te pose pas de questions. Alors après, évidemment qu'il faut des bagages, il faut avoir, je parle plutôt là en tant que créateur de contenu, moi quand j'ai commencé à vouloir faire du YouTube, quand j'ai commencé à vouloir être créateur, j'ai dit à mes parents, voilà, j'étais en pleine étude sur mon BTS de travailleur social, et j'ai dit à mes parents, voilà, je commence YouTube là, ça a l'air de bien fonctionner et tout, est-ce que... Et j'aurais même dit, est-ce que tu peux arrêter mes études pour aller sur YouTube? Et ils m'ont dit, si tu finis et que tu as ton BTS, on te laisse 1 an pour tester. Et si ça marche pas, tu reviens sur quelque chose de plus traditionnel. Et si ça marche, écoute, on sera derrière toi et go quoi. Et en bout de 4 mois, ça marchait. Mais en fait, le boulot de youtubeur, c'est pas le boulot de youtubeur. Moi, j'ai appris à faire du montage. J'ai des notions de monteur, de réalisateur, de scénariste, de producteur, de chef d'entreprise. Tout ça, je l'ai appris tout seul dans mon coin et c'était énormément d'expérience et je suis trop content de ce que j'ai appris. Si vous voulez être youtubeur, si vous voulez faire des vidéos, si c'est votre passion, c'est votre projet, c'est le plus grand rêve, foncez. Juste attention, ayez des bagages, ayez des chutes. En fait, la question c'est, si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Moi, par exemple, je n'ai pas arrêté mon boulot étudiant tant que YouTube
ne me garantissait pas la même source de revenus que mon boulot étudiant. Moi, je gagnais 800 euros, je crois, j'étais chez Leclerc, je fais de la manutention. Et tant que YouTube ne m'apportait pas 800 euros, je lâchais pas Leclerc. Et dès que YouTube m'a apporté 800 euros, j'ai quitté mon boulot étudiant et j'ai continué. Mais j'avais un bagage. Et si vous avez un rêve, foncez. Faites-le. En tant que créateur de contenu, est-ce que tu as été confronté à des difficultés d'ordre personnel? Alors, en tant que créateur de contenu, j'ai toujours eu beaucoup de chance parce que j'ai une communauté qui est hyper bienveillante. Vraiment, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube maintenant. J'ai vraiment jamais été confronté à harcèlement de masse ou à énormément de méchanceté. Alors évidemment, j'ai toujours eu des haters. Mais puis c'est mes plus grands fans, quoi. Ils sont là dès le début, je poste une vidéo, ils sont la seconde 1. Les gars, je m'en remercie d'être là finalement. Mais au début, ça me touchait beaucoup. Et maintenant, je vois plus le côté de si vous mettez des insultes en commentaire, ça fait du référencement, quoi. Au début, je répondais beaucoup. J'étais là, les gars, ce que tu penses sur moi, c'est pas vrai. Regarde, je t'explique. J'essayais vraiment d'argumenter avec eux. Puis j'ai compris que ça servait à rien. Parce qu'en fait, quand une personne décide de ne pas t'aimer, c'est vraiment qu'elle décide de pas t'aimer. Et dans ce cas-là, il faut lâcher. Ouais. Il y a une espèce de sorte d'empathie que j'ai appris à avoir aussi. Ça me fait mal au cœur de sentir que tu as tellement de malheur dans ta vie que tu as besoin de l'extérioriser sur moi. Et ça me fait de la peine en vrai. Et le Maxime passera. Maxime, oui, ça a été différent. Ça a plus été pendant le confinement où moi, j'ai été pas mal touché par ça. Et au début, je pensais que je le vivais bien. Et en fait, avec du recul, j'ai remarqué que je l'ai très mal vécu. Je suis tombé en dépression. Au début, je ne parlais pas du tout parce que j'en avais honte. Et en fait, c'est pas du tout d'être en dépression. C'est une maladie. Maintenant, je suis sous traitement. J'en parle plus, beaucoup plus librement. Même à l'heure actuelle, il y a des hauts et des bas, et des jours où vraiment juste ça va pas, peut-être que tu les as comme ça, et il y a des jours où ça va beaucoup mieux. C'est vrai qu'au début, on a l'impression que c'est tabou, on se dit non, je suis pas fou. C'est vraiment ça en fait qui est important, c'est qu'en fait le fait d'accepter d'en parler, c'est la première étape. Moi, c'était avant de demander de l'aide extérieure. Moi, c'était le déclic, il fallait que j'ai moi-même le déclic. En fait, quand t'as le déclic toi-même et que tu te dis ah ouais, non, ça va pas, là, tu commences à avancer, tu commences à travailler, tu commences à aller mieux. Et juste reconnais-le, je vais pas bien. C'est pas grave. Et je sais pas, voilà, je vais trouver des solutions, quoi. Quand tu crées tes contenus, justement, qui sont assez drôles, assez humoristiques, c'est thérapeutique pour toi? C'est un défouloir, quoi. C'est un défouloir, je fais ce que je veux, c'est génial, c'est bien. Et d'un côté, quand je vois les commentaires des gens qui apprécient, qui passent un bon moment, qui rigolent devant, je me dis, je fais trop bien, quoi. Ça fait bien, ça fait plaisir, quoi. Et du coup, ouais, ça a un côté très pratique, quoi. Je vois directement dans une vidéo si j'étais bien ou si j'étais pas bien répondu. Ça influence vraiment tes contenus. Ouais, complètement. Si je suis dans une journée où c'est une journée creuse, c'est une journée où ça va pas, et que je dois tourner une vidéo, j'aurais pas la même énergie. Je sais pas, c'est différent. Je le ressens, tu vois. C'est pas important justement ça d'être authentique. J'ai pas forcément envie de montrer dans la vidéo que moi je me sens pas bien parce que je me dis les gens qui sont pas bien quand ils viennent sur une vidéo, c'est pas pour voir quelqu'un se sentir pas bien. C'est pour que eux se disent je passe un bon moment, j'oublie mes problèmes. L'avenir des créateurs de contenu finalement, c'était pas ça. C'est pas l'authenticité justement. Pour moi c'est naturel. En fait, j'aime bien les grosses productions, etc. Je kiffe bien. Mais il y a ce côté aussi où j'aime bien juste avoir quelqu'un d'authentique et quelqu'un de naturel, juste de voir que c'est quelqu'un qui me ressemble. Tu sais, ici chez Lip, on parle régulièrement de l'importance de l'entourage et pour les jeunes, qui ont besoin d'avoir des repères, des guides. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à tes propres expériences? Je pense vraiment que si j'avais pas des proches, si j'avais pas parlé à des proches, si j'avais pas eu un entourage qui aurait pu m'aider, vraiment, je sais pas dans quel état je serais aujourd'hui parce que ma copine a joué un rôle essentiel à ce niveau-là. Elle a toujours été derrière moi dans des moments très difficiles, pas forcément très agréable à vivre. Le fait d'avoir des amis qui me comprennent, d'avoir des proches, ma famille qui était là pour moi, ça a eu un impact énorme sur moi. Alors, revenons un peu au Sora ado. On est d'accord, on vit tous des expériences difficiles. Le Sora ado, on est tous confrontés à des choses un peu compliquées. Et justement, là, toi, ça a été toujours ta famille, ton pilier. Quand j'avais 14-15 ans, ouais, c'était la famille. T'arrivais à parler librement j'ai beaucoup de chance que j'ai toujours eu des parents qui sont hyper à l'écoute et hyper compréhensifs. Il n'y avait aucun sujet tabou avec eux, on pouvait parler de tout. On franchit pas facilement, on est impressionné quand on va parler d'un sujet un peu compliqué. C'est toujours complexe, mais ils sont hyper ouverts d'esprit. Moi, je peux leur parler de tout et n'importe quoi. Qu'ils seront là pour m'écouter, ils ont toujours été là pour me parler, pour essayer de me comprendre. Franchement, c'est hyper important. Si vous êtes parents et que vous écoutez, n'hésitez pas à parler avec vos enfants, c'est trop intéressant. C'est juste qu'on m'écoute et qu'on me dise pas non, c'est pas bien ce que tu fais ou alors c'est bien ce que tu fais. C'est essentiel. C'est ça qui va créer de la confiance. Mais d'ailleurs, toi aujourd'hui, comment ça se passe, toi, avec ton équipe là? On essaie d'instaurer ce côté où ça va pas, on garde pas ça pour nous parce que pareil, c'est un poison. Quand tu gardes quelque chose pour toi et que
tu le fais mijoter, ça pourrit et après ça devient vraiment un espèce de poison. Autant parler directement, il y a un truc qui va pas, un truc qui a été fait, qui ne plaît pas, machin, qu'on en parle et ça va pas. Le bien-être de ces équipes, c'est important. Donc juste pour revenir en quelques mots sur le cyberharcèlement, qu'est-ce que tu fais quand tu es confronté au cyberharcèlement? Comment tu fais pour stopper ce fléau? Le premier réflexe, c'est de vouloir se mettre tout seul dans son coin et de parler à personne, de vouloir être vraiment d'être dans une espèce de bulle où plus rien ne t'atteint. Et c'est similaire à la dépression parce que moi c'est exactement ce qui s'est passé. J'avais envie de parler à personne, j'avais envie qu'on me laisse dans mon coin. C'est la pire chose à faire. S'isoler, être tout seul, ça vous apportera rien de bon. Et pourtant je sais que c'est dur parce qu'on n'a qu'une envie, c'est d'être seul. Il faut en parler à qui vous pouvez, que ce soit tes parents, que ce soit un psy, mais si aller voir un psy, c'est trop dur, tu dis à tes parents que tu te sens pas bien, tu vas aller chez le médecin, et t'en parles au médecin. T'en parles au médecin, et tu dis au médecin, voilà, j'ai fait quelque chose, j'aimerais que vous en parliez pas, mais voilà, j'ai besoin d'en parler, moi ça va pas bien, etc. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et il va vous aider, c'est son rôle. D'ailleurs, je passe un message en même temps, puisque le système de parcours psy a évolué depuis le mois de juillet. Et maintenant, on peut rejeter 12 séances de psy prise en charge par an. Et on peut y aller même en étant mineur, directement, même si on ne souhaite pas que ses parents sachent. C'est génial aussi. C'est super. Il y a des choses qui évoluent. Mais c'est génial. Et ça, n'hésitez pas, vraiment, parlez-en. Si c'est pas à vos amis, bah c'est ça. Si c'est pas au psy, c'est à vos parents. Si c'est pas à vos parents, c'est à un médecin. Franchement, n'hésitez pas à en parler. Et il y a le numéro d'aide, on rappelle, pour le harcèlement, cyberharcèlement 1518, qui est le numéro national. Mais ça peut paraître bizarre. Et franchement, je suis sûr que juste parler, ça fait du bien. Ils sont hyper merveilleux. S'ils sont là pour vous aider, c'est leur travail, ils vous jugeront pas. Et au pire, vous leur donnez pas votre prénom, c'est anonyme. Donc on rappelle le 3018 pour le harcèlement et le cyberharcèlement, le 3114 pour les idées noires, les suicidaires ou des risques de passage à l'acte. Pour terminer, Sora, je voulais savoir quel message tu souhaiterais passer aux jeunes qui est au bas. Je vais dire une phrase qui, moi, m'a beaucoup aidé, personnellement. Un jour, il y a un ami qui vient et qui me dit mais Maxime, t'es en dépression, je veux dire, pourquoi t'aurais honte? Est-ce que quand t'as la crève, t'as honte? Non, quand t'as la crève, tu vas chez le médecin et tu te fais soigner. Bah là, t'es en dépression, tu vas chez le psychiatre, tu te fais soigner. C'est une maladie comme une autre. Et juste, c'est une maladie qui est moins reconnue, c'est une maladie qui est moins comprise, elle est moins visible. Mais c'est une maladie quand même. Allez chez le médecin et faites-vous soigner en fait. Maintenant, en fait, j'ose dire que je suis en dépression, j'ose dire que je suis sous antidépresseur, que ça va beaucoup mieux, que je me bats tous les jours pour que ça aille mieux. Et en fait, c'est normal. Depuis que j'ai commencé à me faire aider, je suis pas la même personne. C'est impressionnant. Et aux parents qui ont des jeunes en difficulté, tu leur dirais quoi? De prendre en considération sérieusement ce problème, que c'est pas juste il est fatigué, ou alors c'est pas juste c'est l'adolescence. Non, essayez de parler, surtout de pas être dans le jugement, juste d'écouter. Le jugement, c'est la pire des choses. Moi, je sais que si on m'avait jugé, j'en aurais jamais parlé. Merci Sora pour le temps que tu nous as consacré, c'était super intéressant, c'était hyper content de te recevoir. Moi aussi, merci beaucoup, c'est un sujet qui est hyper important, qui me touche beaucoup. Si j'ai pu amener la petite pierre, je trouve. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup.